Jusqu'au tournant des années 70-80, l'équipe de France ne fait pas figure d'équipe prestigieuse à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Il faut attendre vraiment l'arrivée de ce qu'on appelle les années Platini, qui sont en fait le résultat d'une politique plus ancienne, une politique de formation en particulier, instaurée et signifiée par la charte du footballeur professionnel adoptée en 1973, et puis incarnée par le personnage de l'instituteur du football qui était Georges Boulogne. En 1978, donc, l'équipe de France retrouve la compétition mondiale et fait figure quand même d'équipe correcte, sans plus, moyenne, dans cette compétition à l'échelle donc mondiale. Elle est éliminée dès le premier tour, sans convaincre, certes, mais en même temps sans avoir été humiliée. Elle a entre autres eu la qualité de se battre valeureusement contre l'équipe hôte, qui sera sacrée championne du monde à la fin de la compétition, à savoir l'Argentine. Michel Hidalgo, lorsqu'il est nommé en 1976, fait figure d'adjoint. D'un jeune adjoint qui prend la tête d'une équipe de France finalement encore assez médiocre, dans laquelle on place quelques espoirs, mais très limités. Et il se trouve que son arrivée concorde avec le démarrage de la carrière internationale de Michel Platini. Et dès lors, se met en place un espoir autour de cette équipe de France, parce qu'il y a là un joueur cadre, autour duquel se construit véritablement le schéma de Michel Hidalgo. Tout cela va aboutir à ses succès de 1982, après de nombreuses recherches, on n'est pas encore sur un terrain acquis, et en 1982, l'équipe de France qui arrive à cette compétition espagnole, au mondial espagnol, est une équipe encore en fabrication. Premier tour, tant bien que mal, elle est qualifiée. Elle arrive à se qualifier à l'issue du premier tour, tant bien que mal. Au second tour, Michel Platini est absent pour le premier match contre l'Autriche. Il est blessé, il a un hématome à la cuisse. Or, l'équipe de France, jusqu'alors, elle a été construite autour de Michel Platini. Michel Hidalgo tente alors de remplacer le numéro 10 par excellence qu'est Platini par 3 de ses compères, 3 autres numéros 10, Alain Giresse, Bernard Gengini et Jean Tigana, qui réussissent à animer convenablement l'équipe de France, qui remporte une première victoire contre l'Autriche 1-0. Michel Platini est rétabli, mais que faire de lui ? La presse est assez sévère à son égard, puisqu'elle se demande jusqu'où il ne serait pas utile de se passer de Michel Platini. Celui-ci se souvient des articles de presse de cette période comme étant des nécrologies. Et finalement, Michel Hidalgo choisit de faire confiance à son joueur cadre, à Michel Platini, tout en conservant la confiance à son trio de milieu de terrain qu'il avait adopté pour l'Autriche. Et donc, contre l'Irlande du Nord, pour la première fois, on a 4 milieux de terrain, 4 numéros 10, 4 milieux de terrain créatifs, qui se mettent en place, qui prennent l'animation du jeu à leur compte et qui proposent un jeu extrêmement séduisant, extrêmement flamboyant et qui se traduit par la victoire de l'équipe de France sur l'Irlande du Nord par 4-1. Donc une équipe de France qui commence à séduire. Pour la première fois depuis 1958, l'équipe de France est en demi-finale, et cette fois contre l'Allemagne, avec tout ce que cela peut avoir de ressorts historiques. Il ne faut pas oublier quand même que beaucoup de Français de l'époque ont connu la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup aussi de Français de l'époque ont connu les premiers exemples de jumelage à travers le territoire national. Donc on est là dans un rapprochement franco-allemand, mais qui sur le terrain peut se traduire par une opposition. La demi-finale 1982 à Séville est ce qu'elle est, à savoir un match dramatique, porteur d'une passion incroyable, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a du sentiment, parce qu'il y a des faits de jeu avec des ressorts qui peuvent finalement faire passer la scène de théâtre de l'autre côté. Par exemple, bien sûr, la blessure de Battiston qui est agressé par Harald Schumacher. Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté. Aïe, 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 c'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il n'a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà. Ah oui. Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois à M. Corner. Prolongation, au bout de quelques minutes de prolongation, alors que les deux équipes étaient à 1 partout, l'équipe de France mène 3-1.
Et puis finalement, elle est rejointe 3-3, et elle perd au tir au but. L'équipe de France a cherché à jouer, à fournir toujours du jeu, à être flamboyante jusqu'au bout. Donc il y a aussi cet élément-là, ce côté valeureux, ce côté flamboyant, ce côté chevaleresque quasiment de l'équipe de France, qui participe de la mémoire que l'on peut avoir de ce match, et de l'interprétation dramatique que l'on peut avoir. Donc 1982, c'est finalement la conquête quand même d'un prestige. Et ça devient également une des grandes heures du football français. Et qui finalement fait presque oublier la victoire finale, qui est celle de 84, 2 ans plus tard. On retient Séville et on oublie le championnat d'Europe gagné en 84. La combe, Platini, but. Platini a exactement 12-13 minutes de la fin. Nielsen, je crois, me semble-t-il. En 1984, au lendemain de la victoire de l'équipe de France dans le championnat d'Europe, son premier titre continental, son premier titre international, Michel Hidalgo cesse sa fonction de sélectionneur, ce qui était prévu, et il est approché par le nouveau gouvernement, par le nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, pour prendre la place de ministre des Sports. Il refuse parce que, à la fin d'une telle compétition et après 8 ans à la tête de l'équipe de France, il a besoin de se poser quelque peu, mais le fait est que le politique commence à s'intéresser d'un peu plus près au football. Non pas parce que les hommes politiques sont eux-mêmes des footballeurs, mais parce qu'on comprend bien que le sport le plus populaire de France est lui-même porteur de dimensions sociales importantes et porteur également, ou possible vecteur également, auprès de l'opinion publique. Arrive ces années 90, il y a cette concordance des temps entre les années tapis, les années Canal+, et puis finalement des générations qui enfin sont formées grâce à ce qui s'est passé comme réforme dans les années 70. Avec une défaite qui, un petit peu comme celle de 82, participe de l'épopée de l'histoire de l'équipe de France. La défaite contre la Bulgarie qui prive l'équipe de France de compétition aux États-Unis. France-Bulgarie pendant l'automne 93, au Parc des Princes, c'est la défaite de l'équipe de France à la dernière minute. Un nouveau sélectionneur arrive et il n'est pas convaincant. La presse, et en particulier la presse sportive, est très vite opposée à Aimé Jacquet, parce que c'est un entraîneur de club qui a subi quand même de nombreuses défaites. C'est quelqu'un d'assez peu séduisant, a priori. Il y a un joueur clé pour le système d'Aimé Jacquet, du moins au départ, c'est Éric Cantona. Mais Éric Cantona a son caractère. Son caractère, il l'a exprimé d'abord contre Henri Michel quelques années auparavant, alors que Henri Michel était sélectionneur, en l'insultant peu élégamment. Puis, en 1995, Éric Cantona confond un petit peu le football et le karaté et abat quasiment, commet un geste à l'encontre d'un supporter de Crystal Palace qui l'avait insulté lors d'un match entre Crystal Palace et Manchester United. Et ce geste lui vaut une suspension de 9 mois. Aimé Jacquet se retrouve dans l'obligation de créer une autre formation, d'organiser différemment son équipe de France, alors que tout était organisé autour du capitaine, Éric Cantona. Et donc il choisit de se reposer sur un binôme, Zinedine Zidane et Youri Djorkaeff, et ce binôme prend corps. Et lorsqu'Éric Cantona revient, peut de nouveau disputer des matchs, Aimé Jacquet choisit de ne plus lui confier les clés de l'équipe de France et de l'évincer. Il ne faut pas oublier qu'en 1995-96, Zinedine Zidane est un joueur prometteur. Mais ce n'est pas un joueur confirmé, on ne sait pas qu'il sera absolument la star qu'il est devenu ensuite. Alors, la Coupe du Monde 1998, elle commence avant tout par un ciel gris sur l'équipe de France, un ciel qui est celui de la suspicion. Beaucoup de journalistes sont persuadés que l'équipe de France n'ira pas très loin. Aimé Jacquet a choisi de sélectionner 28 joueurs, d'en éliminer 6 dans des conditions qui sont humainement peu convenables, peu convaincantes. Bref, l'équipe de France,
elle part pas avec les meilleurs espoirs, sous les meilleurs auspices. La Coupe du Monde ne fait pas les premiers titres. Le sport lui-même, bon, on y fait guère attention. Un déblocage certainement avec France-Paraguay à Lens, où il y a un but en or, le but en or inscrit par Laurent Blanc. Le match est dur, et là on sent qu'il y a peut-être quelque chose, parce que l'équipe a été quand même solide. Et surtout, c'est avec France-Italie, qui est pourtant un match nul, qui se termine au tir au but. Mais France-Italie, indéniablement, est le moment de passage à une popularisation de la compétition en 1998. Arrive France-Croatie, arrive France-Brésil, et là, ce sont des hordes entières de spectateurs qui sont dans les rues à travers la France, à travers toute la France. On arrive le 12 juillet 1998 avec la victoire de l'équipe de France, 3-0 contre le Brésil, un score qui devient une chanson populaire, et puis un slogan qui s'impose, la France black, blanc, beurre. Cette France victorieuse de 1998, un petit peu comme la France combattante de 1940, serait la parfaite traduction d'une république intégratrice. Black, blanc, beurre, c'est quand même un discours très construit, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les trois couleurs de l'Empire. Les trois couleurs de l'Empire, en fait, ce sont les trois continents dans lesquels la France était présente territorialement, l'Asie avec l'Indochine et l'Afrique, avec une bonne partie du continent africain. Finalement, lorsqu'on retrouve cette référence, ce triptyque black, blanc, beurre, il répond à un moment ou à un autre à ce triptyque colonial. On est dans une période de post-colonisation. Certains des joueurs sont originaires eux-mêmes d'anciennes colonies françaises, Zinedine Zidane en tête. Et donc on a vraiment cette image de l'équipe de France intégratrice ou de l'équipe de France représentante de l'intégration à la française. Au point que Charles Pasqua demande d'en profiter, proclame qu'il faut en profiter pour naturaliser tous les clandestins. Ce qui n'était pas très conforme à l'idée qu'on pouvait se faire de la position de Charles Pasqua sur la question. Donc il y a un véritable élan, mais un élan qui est une construction politique. Et une construction politique qui profite au chef de l'État de l'époque, Jacques Chirac, qui ne connaît absolument rien au football. Et c'est Philippe Séguin qui disait que lors de matchs de football, il était quand même capable de demander pourquoi les deux équipes avaient des couleurs différentes de maillot. Et en même temps, il devient le 23e joueur. Il devient le nouveau joueur de l'équipe de France, avec son maillot floqué, avec son nom derrière. Une victoire qui lui profite, parce qu'on est en période de cohabitation. Il ne faut pas oublier que quelques mois avant, il a perdu des législatives qu'il avait lui-même provoquées par la dissolution, que le gouvernement dirigé par Lionel Jospin a plutôt le vent en poupe. Il refait surface, il revient au premier plan lors de cette Coupe du Monde. C'est vraiment le déclenchement du retour de Jacques Chirac. Ce politique, on ne cesse de le voir se saisir de l'objet football et surtout de l'objet équipe de France depuis ces 20 dernières années.